qui est en rapport avec la néoplasie bronchique ou le cancer bronchopulmonaire. Alors, vous le savez très bien que c'est le cancer le plus fréquent chez l'homme, mais malheureusement, malgré les progrès de la médecine, ça reste la première cause de mortalité. Il est de très mauvais pronostics à cause de son diagnostic qui est tardif. La plupart des patients qu'on arrive à diagnostiquer sont au stade 70%, ils sont au stade 4. Vous le savez très bien que le tabac est le principal facteur de risque, qu'il soit un tabagisme passif ou actif. Il possède une variété de tableaux cliniques. Ça part des signes de la tumeur elle-même, pour signes d'envahissement loco-régional, aux signes aussi de ce qu'on appelle le syndrome paranéoplasique et d'autres signes. On a dit que le diagnostic est souvent tardif. Le traitement, il faut le savoir que en dehors du traitement chirurgical qui est curatif, la chimiothérapie, dans la plupart des cas, c'est une chimiothérapie qui est palliative. Si on peut résumer le cancer bronchique, on peut résumer en deux grands chapitres. C'est le cancer non à petites cellules, qu'on appelle le carcinome bronchique non à petites cellules, qui regroupe à peu près 80 à 85% des néoplasies bronchiques. Et là, vous avez trois variétés. Le carcinome épidermoïde, on va le détailler par la suite. Vous avez l'adénocarcinome, qui est en progression. Actuellement, il occupe 45% des carcinomes bronchiques non à petites cellules et c'est le plus fréquent. On a le carcinome à grandes cellules. Deuxième grand chapitre, c'est le carcinome à petites cellules qui est plus méchant, plus invasif, avec dans 80% des cas lors du diagnostic, c'est déjà au stade de métastase. Vous allez voir qu'on va le diviser en deux. Il y a le CPC qui est localisé et le CPC qui est diffus. Alors, pour tout ce qui est carcinome bronchique non à petites cellules, c'est la forme histologique la plus fréquente des cancers bronchiques. Vous m'entendez toujours, docteur Simoussi? Oui, on vous entend. Très, très bien. On va parler un peu des facteurs de risque. On l'a déjà cité en introduction. Le tabagisme reste, ou le tabac reste le principal facteur de risque, que ce soit un tabagisme actif ou un tabagisme passif. Et ça, c'est lié à la présence de multiples substances à l'intérieur de cette fumée de cigarette. Vous le savez tous, c'est le goudron, les substances irritantes, les phénols, l'alcool, qui vont être responsables d'une dysplasie. Et cette dysplasie va augmenter et ça va être responsable d'un carcinome in situ, puis une tumeur invasive, puis une tumeur métastatique. Le risque augmente, vous le savez, avec l'intensité de la consommation tabagique et ce risque est très élevé au-delà de 20 paquets années. Ça veut dire soit c'est une personne qui a fumé un paquet par jour pendant 20 ans, soit c'est 2 paquets par jour, par exemple, pendant une dizaine d'années. Il y a certaines relations avec la génétique. Il y a le tabac, c'est vrai qu'il est responsable dans 90% des cas des cancers bronchiques, mais malgré, il y a ces 10%, mais il y a des gens qui fument et qui ne développent pas de cancer bronchique, mais il faut savoir que c'est en rapport avec la génétique. Et certains qui sont liés à la profession, vous le savez très bien que l'exposition à l'amiante est un facteur de risque de développer une néoplasie bronchique. Quels sont les signes d'appel? Quels sont les signes cliniques qui vont ramener le patient à consulter au niveau que ce soit des urgences ou au niveau des consultations de pneumo ou autre chose? Les symptômes sont liés généralement soit à la tumeur elle-même, soit aux signes d'extension loco-régionale. Vous allez savoir que ça peut infiltrer le médiastin et comprimer certains organes. La dissémination métastatique. Attention, quand on a une métastase cérébrale, le patient peut consulter en neurologie pour des crises d'épilepsie, troubles de la conscience. Et en fait, quand on va faire un scanner en IRM, on va trouver une lésion de métastase au niveau cérébral et le bilan d'extension va retrouver une tumeur au niveau du poumon. Attention aussi au syndrome paranéoplasique. Le syndrome paranéoplasique, c'est la tumeur elle-même qui va sécréter des neuropeptides. On va le faire par la suite. C'est comme le syndrome de Schwarz-Barthel, c'est comme le syndrome de Cushing, soit sécréter ce qu'on appelle des complexes EMA, c'est des auto-anticorps qui vont attaquer par exemple l'acétylcholine dans la myasthénie de Lambert et on va les faire par la suite. Quels sont les signes respiratoires? Ils sont peu spécifiques, trompeurs, parce que généralement, c'est quelqu'un, si on prend l'exemple de la BPCO, c'est quelqu'un qui présente des crachats quotidiens, surtout le matin, ce qu'on appelle la toilette matinale du tabagique. On a la toux. La toux est un signe d'appel.
et surtout, c'est la persistance de la toux. Ça veut dire quoi? Votre patient consulte, vous l'avez examiné, vous avez donné un traitement. Malgré ce traitement, la toux va persister 10 à 15 jours. Là, il faut se remettre en question. Il faut faire un téléthorax pour voir est-ce qu'il n'y a pas une néoplasie sous-jacente. Le wheezing, vous le connaissez, le wheezing, c'est un sifflement. C'est surtout quand il s'agit d'un sifflement unilatéral. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui obstrue cette branche et ça entraîne ce sifflement. La douleur thoracique, c'est un signe, c'est pas très, très fréquent, mais la douleur thoracique vous amène à faire un téléthorax pour chercher une néoplasie sous-jacente. Attention aux infections respiratoires récidivantes, surtout chez quelqu'un qui a plus de 45 ans et gant tabagique. C'est pour ça que toute pneumonie ou tout abcès, toute suppuration pulmonaire chez un patient plus de 45 ans, gant tabagique, et il faut faire un téléthorax, voire une TDM thoracique à la recherche d'une néoplasie sous-jacente. Et bien sûr, par rapport à l'hémoptysie, vous le savez très bien, quand il y a une installation de cette dysplasie qui va se transformer en carcinome in situ, et cette cellule, elle est caractérisée par plusieurs propriétés. Vous le savez qu'elle est insensible aux facteurs de croissance, elle est insensible aux facteurs antiprolifératifs, et elle a cette capacité d'échapper à l'apoptose et elle va se faire ce qu'on appelle une neovascularisation. Elle va développer un réseau de vaisseaux qui vont être un petit peu sensibles et ça entraîne un petit peu un saignement et le patient va présenter des crachats hématoïques, voire des hémoptysies. Deuxième signe qui peut ramener le malade à consulter, c'est ce qu'on appelle les signes d'envahissement locorégional. Ça veut dire que cette tumeur va envahir certains organes et qui va être responsable de certains symptômes qui vont amener le malade à consulter. On prendra la douleur quand il y a une infiltration pleurale, pariétale, par exemple, dans les tumeurs de l'apex, vous allez le voir par la suite, ce qu'on appelle le syndrome de Pancoast-Tobias. C'est des patients qui vont consulter d'abord en rhumatologie parce qu'ils vont avoir des douleurs de l'épaule, des douleurs cervicales et ainsi de suite. Et quand on fait le téléthorax, on trouve une tumeur au niveau de l'apex. Attention à la dyspnée, c'est des tumeurs qui peuvent obstruer les branches, qui vont être responsables tout d'abord d'une dyspnée d'effort, puis elle deviendra peut-être par la suite une dyspnée de repos. Vous connaissez tous la paralysie du nerf phrénique. Cliniquement, ça va se manifester par un hoquet, c'est quelqu'un qui va avoir un hoquet. Et sur le plan radiologique, c'est quelqu'un qui va avoir une hémicopole diaphragmatique qui sera surélevée, que ce soit à droite ou à gauche. Attention aussi à la dysphonie. Cette dysphonie elle est secondaire à l'infiltration à l'atteinte du nerf récurrent gauche qui va entraîner une paralysie de la corde vocale qui va être responsable d'une dysphonie. La dysphagie, vous le savez que quand il y a la tumeur branche, la tumeur, quand elle va infiltrer surtout le plan postérieur, il y a la trachée en avant, puis l'œsophage en arrière. Et cette infiltration de l'œsophage va être responsable cliniquement par une dysphagie au solide puis au liquide. Et ça peut se manifester aussi par des vomissements. Et là, vous êtes obligé d'explorer cette dysphagie et de faire généralement une fibroscopie oso-gastro-duodénale qui va mettre en évidence une infiltration de cet oesophage. Vous le savez, on a la compression de la veine cave supérieure, ce qu'on appelle le syndrome cave supérieure, et il est témoin d'un envahissement, d'une compression de la veine cave supérieure, d'origine tumorale dans la plupart des cas, et vous aurez trois signes. Tout d'abord, l'œdème, on appelle ça l'œdème en pèlerine. C'est un œdème qui va être au niveau de la face, le cou, la partie antérieure du thorax. Il respecte généralement le dos et il fasse un petit peu les reliefs au niveau du susclaviculaire. On appelle ça le comblement des creux susclaviculaires. Faites attention aussi à la cyanose. Cette cyanose est localisée au niveau du nez, du visage. Regardez cette photo que je vous ai mise. On voit bien cet œdème en pèlerine. Regardez, il y a un comblement du creux susclaviculaire droit, il y a un comblement du creux susclaviculaire gauche. Vous voyez très, très bien qu'il y a cette augmentation au niveau antérieur, cette bouffissure du visage. On voit très, très bien cette cyanose. Et cette cyanose peut être accentuée par la toux et les pas. Elle est due à quoi? Pourquoi cette cyanose? Ce n'est pas par rapport à l'hypoxie elle-même, mais surtout c'est un ralentissement circulatoire et la distension des réseaux veineux. Troisième signe, c'est la turgescence des veines jugulaires qui atteint les veines jugulaires, les veines rétiniennes. Surtout là, c'est surtout quand on fera un fond d'œil, on verra qu'il y a une dilatation des veines oculaires. Attention aussi aux hémoptysies. Quatrième signe qui est important aussi, c'est la circulation veineuse collatérale
il y a une obstruction de cette veine cave supérieure. Alors, le flux sanguin va rechercher une autre alternative. On le voit très bien sur cette photo. C'est des petites vénules qui sont là. Et ce qu'on appelle ça, c'est la circulation veineuse collatérale. Je vous ai pris cette coupe scanographique, les deux qui sont là. Ça, c'est une coupe scanographique qui est normale. Vous arrivez à voir, docteur Simoussi? Oui, oui. Très bien. On voit bien ici que c'est la veine cave supérieure. Et vous voyez qu'on a injecté un produit de contraste qui est en blanc. Ça, c'est l'aorte ascendante. Ça, c'est l'aorte descendante qui est en postérieur. Ce que vous voyez ici, c'est la trachée qui est là. Et en arrière pardon, de la trachée, cette clarté qui est là, c'est l'œsophage. Et on appelle ça ce qu'on appelle la loge de Barretti. Vous allez voir que cette loge de Barretti, elle est très importante et elle est à droite. Ça n'a continué une adénopathie. Et on va vous dire c'est une adénopathie qui comble la loge de Barretti. La loge de Barretti, elle est à droite. C'est très important par la classification TNM. Quand on a un syndrome de compression de la veine cave supérieure, vous remarquez que ici la veine cave supérieure, elle a complètement disparu. Il n'y a plus ce produit de contraste, il n'y a plus de passage sanguin au niveau de cette veine cave supérieure. Et on voit très bien qu'ici, une thrombose complète. Et ça, c'est ce que vous remarquez là, c'est carrément, c'est un œdème empêlé. Deuxième signe, on appelle ça le syndrome de Poncastovius. C'est généralement ce qu'on appelle les tumeurs de l'apex. Et c'est plus des manifestations neurologiques. C'est quelqu'un qui va consulter d'abord en rhumatologie pour des douleurs de l'épaule, par exemple, des cervicalgies. Et lors de l'exploration, ils vont faire un téléthorax et ils vont trouver une tumeur au niveau de l'apex. Il est caractérisé par une triade. On appelle ça le syndrome de Claude Bernard Horner. C'est un myosis, rétrécissement de la fente, on appelle ça le ptosis, et énophtalmie, c'est des yeux qui vont entrer à l'intérieur, au contraire de l'exophtalmie. Attention, regardez ce téléthorax. On va le voir par la suite, les tumeurs de l'apex, d'accord? Quatrième signe, attention au syndrome d'épanchement pleural liquidien. C'est quelqu'un qui va développer un épanchement pleural liquidien. Vous le savez très bien, c'est quelqu'un qui va avoir des douleurs thoraciques, une dyspnée. Des fois, ça peut aller jusqu'à une dyspnée de repos. Cliniquement, quand on va examiner, c'est quelqu'un qui va avoir une abolition du mouvement vésiculaire avec une matité. Et là, on fait un téléthorax et on voit que c'est un épanchement pleural liquidien. Le premier geste à faire, c'est la ponction pleurale exploratrice pour faire la biochimie, la cyto, la bactério et la recherche de cellules malignes. Et faire la biopsie, bien sûr, par la suite. Il y a ce qu'on appelle les signes de l'extension métastatique. Ça veut dire que déjà, je vous ai parlé tout à l'heure que la cellule tumorale, elle est un peu spéciale. Cette cellule tumorale va avoir une insensibilité, on a dit tout à l'heure, aux facteurs de croissance, une insensibilité aux facteurs antiprolifératifs. Il faut savoir qu'elle aura aussi la capacité de migrer et ce qu'on appelle, elle devient mobile, elle va être responsable de métastases. Et surtout, c'est le CPC, le carcinome à petites cellules. 10% des CPC sont diagnostiqués déjà au stade de métastase cérébrale ou autre chose. D'accord? Attention aussi aux signes généraux qui ne sont pas spécifiques, mais qui peuvent être présents en cas de néoplasie. C'est l'asthénie, l'anorexie, l'amaigrissement. Le syndrome paranéoplasique qui est très important, qui n'est pas très, très fréquent dans les carcinomes bronchiques, mais peut-être présent dans 10% des cas. C'est quoi? Pourquoi on a ce syndrome paranéoplasique? Parce qu'il y a deux mécanismes. Soit c'est la production, c'est la tumeur qui commence à sécréter des facteurs biologiques, des protéines biologiques actives ou comprenant des hormones ou leurs précurseurs, facteurs de croissance, des enzymes, des cytokines. Soit il y aura la production de complexes humains, c'est des auto-anticorps qui vont attaquer, on verra par la suite, le syndrome de Lambert-Eaton, ils vont attaquer la présynapse qui va bloquer la sécrétion de l'acétylcholine. Il n'y aura plus de passage, il y aura cette myasthénie. Les plus fréquents, c'est quoi? Je ne sais pas si vous arrivez à voir les photos. Vous arrivez à voir les photos? Oui. Très bien. C'est un exemple, vous voyez très très bien ce qu'on appelle l'hypocratisme végétal. C'est une déformation des phalanges. Elles deviennent en doigt, en tambour. Et cette déformation, ça veut dire qu'il y a elle augmente de volume, que ce soit sur le plan transversal,
Cet hypocratisme digital, généralement, il a trois causes. Soit il est d'origine d'une insuffisance respiratoire chronique. Et là, c'est évident. C'est quelqu'un qui est suivi pour une BPC au stade terminal. C'est quelqu'un qui a une destruction des deux parenchymes pulmonaires. C'est quelqu'un peut-être qui a une fibrose pulmonaire étendue. Deuxième éventualité, c'est le carcinome bronchique. Carcinome bronchique, et là, il faudra faire une TDM thoraco-abdominopelvienne. Et dans de rares cas, on appelle ça l'hypocratisme digital idiopathique. Ça veut dire qu'il n'y a pas de cause, mais c'est très difficile. Il faudra tout d'abord éliminer le carcinome bronchique. La thrombophlébite, il faut savoir que cette néoplasie est responsable d'un état d'hypercoagulabilité. Il y a un syndrome inflammatoire qui va installer, qui va être aussi responsable de cet état d'hypercoagulabilité. Et vous pouvez avoir des thromboses, que ce soit d'origine cryorique ou d'origine métastatique. Et vous voyez sur la photo, c'est qu'il y a la jambe d'un malade qui a une thrombophlébite du membre inférieur droit. Et on voit très très bien que le membre est augmenté de volume, on ne sait pas si c'est douloureux ou pas, mais on voit très très bien qu'il est chaud et inflammatoire. C'est rouge si on le compare par là. Là, c'est vraiment blanc. Et là, vous voyez très, très bien que c'est rouge et c'est augmenté de volume. Et là, il faudra faire un angioscan pour voir s'il n'y a pas une embolie pulmonaire associée. D'accord? Production de peptides, vous le connaissez très, très bien, ce qu'on appelle le syndrome de Cushing. C'est une sécrétion inappropriée de la tumeur par l'ACTH. Et ça donne cette caractéristique qu'on appelle l'obésité faciotronquulaire. C'est quelqu'un qui va avoir, c'est la partie supérieure du corps qui sera, il va avoir un aspect qui est bouffé du visage. Ça va toucher la peau, ça va donner ce qu'on appelle une peau qui est cartonnée et une peau qui est amincie avec des vergetures. Attention aux échymoses, mélanodermée, ostéoporose et l'HTA. Deuxième syndrome secondaire à la production de peptides, c'est l'hyperthyroïdie par sécrétion, ce qu'on appelle la TSH-like. Vous le savez que la TSH va augmenter les hormones T3 et T4. Et cette augmentation de T3 et T4 va être responsable d'une augmentation du métabolisme de base. Et votre patient aura les signes d'une thyroïotoxicose. Il y aura des sueurs, de la diarrhée, une HTA, d'une certaine nervosité, et ainsi de suite. D'accord? Attention aussi au syndrome de Schwarz-Barthel, vous le connaissez, c'est une sécrétion inappropriée d'hormones antidiurétiques. Ça veut dire que cette hormone va empêcher l'élimination de l'eau dans les urines. Alors, si elle empêche, ça va, il y a une réabsorption de l'eau à l'intérieur au niveau sanguin. Il y aura une hémodilution et vous aurez une hyponatrémie. Et elle va empêcher l'expression et l'élimination de l'eau dans les urines. Alors, les urines seront concentrées. On aura une augmentation de l'osmolarité urinaire. On a dit tout à l'heure, il y avait deux mécanismes par rapport au syndrome paranéoplasique, production d'hormones et de facteurs de croissance. Il y a aussi un autre mécanisme qu'on appelle production d'auto-anticorps. Production d'anticorps, on a cité le syndrome myasthénique de Lambert-Eaton, qui est très, très fréquent dans les thymus, mais qui peut être dans les thymomes, pardon, mais qui peut être observé dans les atteintes néoplasiques. Et là, c'est quoi? Vous voyez très, très bien le schéma. Il y a la présynapse, la poste, et là, c'est l'espace intersynaptique. Et ça, ce qu'on appelle l'acétylcholine, c'est lui qui va faire la relation pour transmettre les messages. Et vous savez très, très bien que quand il y a une production d'anticorps, ils vont fixer cette acétylcholine, ils vont empêcher son excrétion pour transmettre le message. Et ça va entraîner un déficit de la force musculaire qui va augmenter à l'effort, contrairement à la myasthénie normale. Vous aurez toujours une faiblesse musculaire. Attention, pourquoi cette atteinte est grave, c'est quand elle arrivera au niveau des atteintes, au niveau du muscle respiratoire. Et là, ça peut conduire à une décompensation ventilatoire rapide, parfois inaugurale, qui fait toute la gravité de la maladie. On peut avoir des myalgies orientent parfois vers des maladies rhumatismales, ce qu'on appelle les polymyosites ou les dermatopolymyosites, qui sont des maladies auto-immunes, mais surtout c'est la médecine interne. L'imagerie thoracique, elle est très, très importante. Et quand on parle de pneumologie, le premier examen à faire, c'est le téléthorax. C'est l'examen initial devant toute suspicion de néoplasie. Il faut faire d'abord le téléthorax et qui peut montrer plusieurs lésions. Je ne sais pas ce que vous arrivez à voir ça, pardon. Vous arrivez à voir le cliché thoracique, Dr. Simoussi? Oui, il est visible. Très bien. Vous voyez très bien, si on commence à l'interpréter, on va dire que c'est une opacité occupant la totalité de l'hémithorax gauche, dense et homogène, comblant les deux culs de sac diaphragmatique et cardiophénique,
effaçant les micropôles diaphragmatiques, à limite externe se confondant avec la paroi thoracique, à limite interne se confondant avec le médiastin et l'effaçant. Quand vous avez une opacité comme ça, il y aura deux signes. Soit c'est un épanchement pleural liquidien. Vous allez me dire, si c'est un épanchement pleural liquidien de grande abondance, on va s'attendre à quoi? À des signes de refoulement. Refoulement. Et là, vous remarquez exactement qu'il n'y a pas de signe de refoulement. Au contraire, il y a des signes de rétraction. Si on arrive, on va chercher le médiastin, on n'arrive plus à le voir. Le médiastin, il est noyé dans cette opacité. Et si vous remarquez, la trachée, elle n'est pas médiane ici. Elle est complètement attirée vers cette opacité. Ça veut dire que quand je suis une opacité, que je refoule, je suis un épanchement. Quand j'attire vers moi, je suis une atélectasée. D'accord? Et là, vous remarquez que même le cœur est complètement noyé. Et on appelle ça la mise à nu du rachis dorsolombaire. Normalement, le rachis dorsolombaire est caché par le médiastin. Là, on le voit très, très bien. Et on a même ce qu'on appelle une hernie du poumon contralatéral qui arrive jusque-là. Ça veut dire que c'est une opacité de l'hémithorax gauche, c'est-à-dire tout l'hémithorax gauche, mais qui est vraiment très, très, très rétractile. Et ça, c'est le témoin d'une atélectasée totale du poumon gauche. Et là, c'est l'obstruction, elle est très proximale. Généralement, l'obstruction, elle est au niveau de la branche souche gauche. D'accord? Et là, il faudra rechercher quoi? Un bourgeon, généralement endobronchique. Vous allez le voir par la suite. Quand on abordera la fibroscopie bronchique, vous allez voir que quand on a une atélectasie totale comme ça, le premier diagnostic à éliminer, c'est la néoplasie bronchique avec développement d'un bourgeon endobronchique. D'accord? Deuxième éventualité, c'est un patient qu'on a reçu, c'est quelqu'un qui s'est manifesté par des douleurs thoraciques très, très importantes. Je vais vous dire pourquoi. Si on commence à interpréter ce cliché thoracique, vous allez voir que c'est une opacité occupant la moitié supérieure de l'hémithorax droit, peu dense, homogène, à limite là, si on voit les limites externes se confondant avec le paroi thoracique, à limite interne qui sont floues, à limite inférieure un petit peu spéculées. Mais ce n'est pas ça qui est très intéressant. Si on remarque, quand on a une opacité comme ça et qu'on suspecte la néoplasie, il faudra rechercher quelque chose à l'intérieur. Et c'est quoi cette recherche? C'est plus la lise costale. Si on suit maintenant, regardez, si on arrive à suivre les côtes, ça c'est des côtes postérieures, regardez. Si j'arrive à suivre celle-là, il faut toujours le faire de manière comparative. Regardez ici, c'est ça. Il y a ça et celle-là. Ils sont en fait d'antagonisme. Vous voyez, celle-là, elle est là. Celle-là, de l'autre côté, elle est là. Mais si je prends celle-là, regardez, de l'autre côté, il n'y a rien. Est-ce que vous arrivez à voir, docteur Simoussi, et l'ensemble? Oui. Voilà, on voit très, très bien que l'arc postérieur est complètement bouffé par cette néoplasie. On n'arrive plus à la voir. Et vous voyez très, très bien, il y a l'espace intercostal qui est très, très augmenté. Ce n'est pas normal. Regardez ici, il y a l'espace intercostal qui est minime. Mais par contre, entre cette côte-là et l'autre, il n'y a plus. On voit qu'il y a une disparition complète de la côte postérieure. D'accord? La troisième, si on compte, c'est la deuxième côte. Première, deuxième côte postérieure. Et c'est ce qu'on appelle l'opacité lobale supérieure droite avec une lisse costale. C'est une néoplasie du poumon droit. D'accord? Ça veut dire que là, il y a une infiltration pariétale. Parlons un petit peu de ce qu'on appelle les cancers dits proximaux. Généralement, c'est des opacités au niveau du île, dense, avec une limite. Surtout, il faudra toujours rechercher ces limites externes. D'accord? Si on prend cet exemple, regardez. C'est une opacité hilaire, peu dense, homogène, à limite interne se confondant avec le médiastamine, ne l'efface pas. Mais par contre, la limite externe, est-ce que vous arrivez à la voir? Elle est complètement hérissée, regardez. On dirait un oursin. Et cette limite externe, quand on vous dira dans un cas clinique que vous allez analyser, on ne va pas vous donner un cliché thoracique, on vous donnera l'interprétation d'un cliché thoracique. On vous dira si c'est une opacité dense et homogène, il y a, mais si on vous dit que la limite externe est spéculée, irrégulière et floue, il faudra dans votre tête que ça tique, voilà, peut-être c'est une néoplasie bronchique, d'accord? Les limites spéculées et régulières sont presque pathognomoniques d'une atteinte néoplasique, d'accord? Et regardez l'image, le deuxième cliché thoracique, c'est un peu flou, mais on arrive à voir un petit peu ici que la limite externe, elle est complètement irrégulière, hérissée et floue. Et généralement, cet aspect-là, c'est généralement, on le voit, on disait à un certain moment, c'est typique d'un carcinome épidermoïde. Et le fait qu'elle soit proximale, ça peut entraîner des obstructions bronchiques et être responsable des atélectasies. Mais maintenant, tout ce qui est type histologique doit être confirmé par l'anapathe
et vous allez voir, c'est l'immunohistochimie qui vous dira est-ce que c'est un carcinome épidermoïde, adénocarcinome ou c'est un CPC. Alors, le cancer des distal, de siège périphérique, généralement, il est loin du il est proche de la paroi, soit au niveau paroi, région axillaire, soit au niveau du sommet. Quand ça touche le sommet, on appelle ça le syndrome de Pancoast-Tobias, sinon généralement ce qu'on appelle les tumeurs de l'apex. Je vous ai dit tout à l'heure que la plupart du temps, ça entraîne des infiltrations thoraciques et les patients attirés sont en rhumatologie pour des douleurs de l'épaule, des cervicales. Et en faisant le téléthorax, on découvre cette masse apicale. Est-ce que vous la voyez ici? Oui, on la voit. Très bien, si on compare les deux apex, ça c'est l'apex gauche, ça c'est l'apex droit, vous voyez très très bien que l'apex gauche il est libre, il est noir, ça veut dire qu'il y a de l'air qui entre là. Mais par contre ici, au niveau de l'apex droit, on voit très très bien pardon, qu'il y a une opacité au niveau apical droite, d'accord, qui les limites se confondent complètement avec le médiastin et au niveau de l'apex, mais au niveau basal, c'est-à-dire la limite inférieure, elle est un peu floue. C'est-à-dire que ce n'est pas très, très bien limité. Et là, c'est un malade qui a présenté des douleurs articulaires, surtout de l'épaule, et il a attiré en rhumatologie, puis un téléthorax a été fait et adressé chez nous. D'accord. Deuxième éventualité, ce qu'on appelle les tumeurs périphériques, on voit ici très, très bien, c'est une opacité basée thoracique droite, peu dense, hétérogène. Je ne sais pas ce que vous voyez cette hétérogénécité à l'intérieur. C'est pas, il y a une petite clarté ici, à la limite anfractueuse. Les limites anfractueuses, ça veut dire que les limites à l'intérieur ne sont pas bien dessinées. Ça veut dire qu'il y a des petites incurvations. Et ça, généralement, c'est pathognomonique d'une néoplasie bronchique. Et généralement, on doit compléter par une télégramme thoracique qui va nous faire donner le détail de cette tumeur. Deuxième examen complémentaire qui est très important en matière d'exploration en pneumologie, c'est la TDM thoracique qui va s'intéresser à cette tumeur et ça va donner, ça nous permettra aussi d'avoir une stadification. Vous connaissez tous la classification T en M. T, c'est la tumeur, N, c'est les adénopathies, M, c'est les métastases. Et le scanner vous permettra d'avoir le diamètre de la tumeur, ses rapports avec les organes de voisinage. Est-ce qu'elle infiltre pas, elle n'infiltre pas? Et est-ce qu'il y a des adénopathies ou pas? Est-ce qu'il y a des métastases au niveau du poumon ou pas? Est-ce qu'il y a la présence d'un épanchement pluriliquidien? Est-ce qu'il y a des lésions nodulaires ou pas? Actuellement, on disait scanner ou endoscopie en premier. Mais actuellement, on privilégie la TDM thoracique, c'est-à-dire que le malade doit ramener d'abord sa TDM thoracique pour qu'on puisse apprécier le geste en lui-même de la fibroscopie bronchique, parce que quand on rentre à l'intérieur des branches, il faut qu'on soit guidé par la TDM pour faire les biopsies ou les aspirations, ce que vous voulez. La lésion primitive, généralement, regardez cette coupe scanographique. Là, c'est une atélectasie totale du poumon gauche, comme celle de tout à l'heure, mais il n'y a pas beaucoup de signes de rétraction. Mais si on voit ici sur la TDM thoracique, le processus est tout ça. Regardez, tout ça, c'est le processus pulmonaire. Il est en même temps, il occupe presque toute la région inter-îlo-axillaire. C'est-à-dire que c'est une volumineuse masse qui arrive même à la paroi. Et là, vous avez deux éventualités. Soit on fait la fibroscopie bronchique et on pourra voir qu'il y a une infiltration de la branche et là, on doit faire des biopsies. Et deuxième éventualité, si vous faites une fibroscopie bronchique et que votre exploration ne retrouve pas de bourgeons, il n'y a pas d'infiltration, il n'y a rien du tout, et il y a une possibilité, quand on vous dira que cette tumeur infiltre et elle est en contact intime de la paroi, infiltre la paroi, l'examen à faire, c'est la biopsie transpariétale parce qu'on pourra facilement traverser, regardez, et faire ce qu'on appelle la biopsie. Ça, c'est ce qu'on appelle la pince de biopsie. Regardez ici. C'est une biopsie scanno-guidée. C'est une biopsie qui est guidée par le scanner pour mieux apprécier tout d'abord la tumeur et faciliter le geste en lui-même, d'accord, pour éviter de toucher les vaisseaux. Et là, vous voyez très, très bien la pince en blanc qui est là, qui a traversé toute la paroi thoracique et qui allait ici actuellement dans la tumeur. Et on prélève des carottes qu'on va adresser en anapathe, d'accord? Généralement, c'est pour les tumeurs périphériques, c'est-à-dire qui sont adossées ou collées à la paroi, et quand la fibroscopie bronchique n'est pas conclue. L'extension ganglionnaire locale,
c'est très important de l'apprécier par le scanner, c'est-à-dire la TDM thoracique, et ça vous permettra par la suite de faire la stadification N, c'est-à-dire les adénopathies. On a dit tout à l'heure que la loge de Barretti, elle est très importante. Pourquoi? La loge de Barretti, elle est localisée à droite. Si vous avez une tumeur au niveau de c'est-à-dire à droite, et vous avez une adénopathie au niveau de la région, on vous dira si c'est une adénopathie de la loge de Barretti, dans votre tête, c'est que la loge de Barretti, elle est à droite, ma tumeur, elle est à droite, ça veut dire que c'est une adénopathie qui n'est pas contralatérale, elle est homolatérale. Parce que tout ce qui est médiastinal homolatéral, c'est N2. Mais par contre, si vous avez une adénopathie médiastinale contralatérale, c'est un N3. On ne va pas vous dire que la loge de Barretti est à droite, on va dire qu'il y a une adénopathie au niveau de la loge de Barretti. Donc, il faudra savoir que la loge de Barretti, elle est à droite. Si vous avez une tumeur à gauche, ça sera une adénopathie qui est contralatérale, et ça sera un N3. Si on vous dira aussi qu'il y a une adénopathie au niveau de la fenêtre interaortopulmonaire, dans votre tête, il faut savoir que cette fenêtre interaortopulmonaire, elle est toujours à gauche. Si vous avez une tumeur qui est à gauche, ce sera une adénopathie qui est homolatérale, ce sera un N2. Par contre, si vous avez une tumeur qui est à droite et on vous dira qu'il y a une adénopathie au niveau de la fenêtre interaortopulmonaire, il faut savoir que c'est une adénopathie qui est de l'autre côté, ça veut dire qu'elle est contralatérale et ça deviendra un N3. Attention, l'atteinte du nerf phrénique, on a dit tout à l'heure, ça se manifeste généralement sur le plan clinique. C'est quelqu'un qui va avoir un hoquet, il va avoir un hoquet et une paralysie du phrénique. Et vous aurez ce qu'on appelle une augmentation, une relaxation de cette copeaux diaphragmatique avec une surélévation plus importante. D'accord? L'imagerie aussi va localiser certaines métastases. Les plus fréquentes, c'est l'atteinte osseuse, le foie, l'atteinte cérébrale et attention même aux atteintes surrénales. Étape du diagnostic de certitude. Pour poser le diagnostic de certitude, il faut avoir un prélèvement à analyser et on va adresser ce prélèvement au niveau de l'anapathe. C'est l'anapathe qui va vous dire, qui va trancher et vous dira que c'est une atteinte soit primitive, soit secondaire. Primitive, c'est une atteinte, c'est une néoplasie bronchique, il faudra qu'elle précise c'est quoi. Est-ce que c'est un adénocarcinome? Est-ce que c'est un carcinome épidermoïde? Est-ce que c'est un carcinome à petites cellules? Et là, vous allez voir, je ne sais pas ce que vous l'avez fait en anapathe, mais c'est surtout l'immunohistochimie, c'est un marquage. Et c'est-à-dire quand on vous donnera un cas clinique sur la néoplasie, on ne vous donnera jamais le type histologique, c'est-à-dire on ne va pas vous dire si c'est un adénocarcinome ou si c'est un carcinome épidermoïde ou si c'est un CPC. On vous donnera la description de cette lésion, plus l'immunohistochimie. Vous allez voir, je vais vous donner un petit peu de description des différents types, plus l'immunohistochimie, qu'il faudra retenir et dire, selon cette description et selon l'immunohistochimie, c'est un carcinome épidermoïde, c'est un adénocarcinome, c'est un CPC. Parce que le pronostic n'est pas le même, le traitement n'est pas le même, et ainsi de suite. D'accord? Pour avoir ce prélèvement anapathe, l'endoscopie c'est un des examens à faire en priorité. C'est l'endoscopie bronchique. Elle est systématique en matière d'exploration du poumon. Elle permettra de localiser cette lésion. Et si on arrive à trouver, par exemple, un bourgeon, une infiltration, une compression sac, on pourra faire les prélèvements. Regardez, je ne sais pas ce que vous arrivez à voir, docteur Simoussi. Est-ce que vous avez voyé? Oui. Ça, c'est une lésion endobronchique. Ça, c'est des branches qui sont saines. Vous voyez qu'il n'y a rien, il n'y a pas de bourgeon, il n'y a rien du tout. Mais sur cette image-là, elle est très intéressante. Vous voyez qu'il y a une obstruction complète de la branche souche. Regardez, par ce qu'on appelle un bourgeon. Ça, c'est le bourgeon. Vous voyez, c'est un bourgeon qui est rosâtre, d'accord, et un petit peu vascularisé. Ce que vous voyez là en rouge, c'est les vaisseaux. Et là, sûrement, c'est un patient qui a une atelectasie totale, d'accord. Et là, on est obligé de faire des biopsies multiples. Généralement, on fait 4 à 5 biopsies dans différents sites. Hein. Je prélève ici, et ainsi de suite. D'accord? Et on va envoyer en anapathe. Ça, c'est une vision réelle d'un bourgeon endobronchique. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure que l'endoscopie bronchique est un examen systématique à faire qui vous permettra de voir la lésion elle-même et de faire des prélèvements. D'accord? Autre méthode de diagnostic, je vous ai dit tout à l'heure, quand la masse elle est périphérique, c'est la ponction, ce qu'on appelle la biopsie scanodiédée. Après, attention, quand il y a une extension vers la plèvre et que votre patient présente un épanchement pleural liquidien,
Un des examens à faire en priorité, je vous ai dit tout à l'heure, c'est la fonction pleurale exploratrice. C'est voir la nature du liquide. Est-ce que c'est un liquide sérum-hématique? Est-ce que c'est un liquide joncitrin? Puis lancer les explorations. C'est la biochimie, c'est la cytologie, c'est la bactériologie. Et si votre anapathe, si l'anapathe vous répondra qu'il y a des présences de cellules malignes, là, il faudra compléter par une biopsie pleurale. Ça veut dire que vous allez prélever un fragment ou un petit fragment de la plèvre généralement pariétale, pas viscérale, parce que la viscérale, elle est collée au poumon. Et quand il y a un épanchement, c'est le poumon qui sera un petit peu éloigné. Vous pouvez faire une biopsie au niveau de la plèvre pariétale. Dans de rares cas où la biopsie pleurale n'est pas concluante, on pourra proposer ce qu'on appelle la thoracoscopie. On va introduire une caméra à l'intérieur avec des pinces, on va prélever directement la plèvre pariétale. Le médiastin, c'est la médiastinoscopie, mais quand on a des adénopathies où on doit confirmer est-ce que c'est des adénopathies d'origine inflammatoire ou est-ce que c'est des adénopathies d'origine métastatique. Et là, il faudra faire une médiastinoscopie. On va rentrer dans le médiastin par là, généralement la partie haute. On va aller à l'intérieur, prélever un petit peu des adénopathies et envoyer en anapathie. Alors, ça, c'est très, très important. Il faudra les retenir. Je vous ai dit tout à l'heure, on ne vous donnera jamais dans le cas clinique, ça c'est un carcinome épithémoïde, ça c'est un adénocarcinome, ça c'est un sepsis, on ne vous le donnera jamais. Ce qu'on va donner,